d'entrée de jeu à vous préciser que ma présentation consiste à mettre en valeur le riche matériel visuel qui est conservé dans le fonds Hébert du Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, il existe également un fonds important à la ville de Montréal et d'autres fonds qui sont disséminés de manière éparse, mais le fonds principal, c'est celui du Musée national des beaux-arts du Québec. Donc, c'est ce que j'ai voulu mettre en valeur en ce qui concerne les ateliers d'artistes du sculpteur Louis-Philippe Hébert de Montréal et de Paris. Donc, après avoir atteint des sommets dans la maîtrise de la sculpture sur bois durant les années 1880, on n'a qu'à penser aux nombreuses œuvres du retable néo-gothique, de la cathédrale Notre-Dame d'Ottawa ou chaire de prédication, dite chaire de vérité de la basilique Notre-Dame de Montréal. Louis-Philippe Hébert a par la suite fait entrer l'art québécois et canadien dans la modernité en devenant, en plein âge d'or de la commémoration qui s'enclenche au début des années 1880 au Québec, au Canada, et qui se prolonge jusqu'aux années 1930, le premier sculpteur du Canada à fondre dans le bronze les héros de notre histoire. Ainsi, au cours de sa carrière, il va réaliser les 10 premiers groupes et statues de la façade de l'Hôtel du Parlement de Québec, que l'on voit à l'écran, 22 monuments commémoratifs érigés d'un océan à l'autre, dont les 4 premiers de la colline parlementaire à Ottawa, ainsi que des dizaines de bustes, de statuettes et de monuments funéraires. Amis des plus grands, tant politiciens, financiers, membres du clergé et artistes toutes catégories, que sommité de la sculpture française, il fut le sculpteur le plus talentueux et le plus célébré de son temps au Canada. Donc, vous avez à l'écran une carte qui montre les différents ateliers et lieux de résidence d'Hébert au Québec. Donc, dans la partie droite, c'est le centre-ville de Montréal où, en carré, sont représentés les différents lieux de résidence et le rond marron représente les différents ateliers où il a exercé donc à partir du début des années 1870. Et à gauche, en haut, vous avez donc le lieu de résidence finale qui était à Westmount et au-dessus les îles de Montréal, de Laval, le positionnement de la résidence et de l'atelier de l'Enclos à Rosemère. Donc, Hébert sera l'apprenti puis l'associé de Napoléon Bourassa entre 1873 et 1882. Le maître Bourassa occupe un atelier qui est alors situé au numéro 7 de la rue ou de la ruelle Sainte-Julie à Montréal. Une carte d'affaires conjointe réalisée en 1879 fait état du partage de l'espace par les deux artistes. Et à propos d'Hébert strictement, il est précisé qu'il est un ancien élève de Napoléon Bourassa et qu'il exécute sur ses propres dessins à lui ou sur ceux qu'on va lui fournir, les statues bas-reliefs en bois, en ciment ou en métal, ainsi que les autels ou les chaires ou tout autre décor d'église. Et l'image de droite nous montre donc un groupe allégorique, commerce et industrie, qui a été réalisé dans l'atelier de Bourassa sur la ruelle Sainte-Julie et qui était destiné au bureau de poste de Montréal de la rue Saint-Jacques. En 1882, Hébert, devenu autonome, entreprend la construction d'une résidence principale qui est située au 83 rue Berry. 2 années plus tard, il procède lui-même à la construction de son propre atelier contigu à sa résidence. Sur cette photographie, on reconnaît Henri Hébert qui s'apprête à entrer dans l'atelier, donc une photographie réalisée bien après la mort de son père Louis-Philippe Hébert.
Donc, l'accès se fait par le numéro 34 de la rue Labelle, mais également par le numéro 81 de la rue Berry. Cet atelier aura pignon sur rue durant plus de 80 ans, occupé successivement donc par Louis-Philippe Hébert, dont nous verrons plusieurs images au bout de cette présentation dans son atelier de Montréal, mais également occupé par ses fils Henri, sculpteur, et Adrien, peintre. Donc Henri jusqu'en 1950 et Adrien jusqu'en 1963, année où l'atelier sera démoli alors qu'il est remplacé par une succursale du mouvement des caisses populaires Desjardins. Donc, sur l'image suivante, nous avons, j'avais oublié celle-là, une vue de l'intérieur de l'atelier de la rue Berry. Et c'est Adrien qui reproduit donc un repas entre amis et c'est Henri qui s'apprête à faire le service donc dans l'atelier de la rue Berry. Et l'image suivante nous permet de voir ce que l'on trouve aujourd'hui à l'emplacement de cet atelier extrêmement important où des générations de clients et d'artistes ont travaillé. Donc, la photographie nous montre l'angle de ce bâtiment-là sur la rue Berry et derrière la rue Labelle. La commande de l'Hôtel du Parlement de Québec, étant donné son importance, requiert qu'Hébert s'installe à Paris afin d'y être supervisé par des sculpteurs renommés et d'avoir accès à tous les services essentiels à la pratique de son métier. Au fur et à mesure que va se développer sa clientèle, que les commandes importantes vont se multiplier et justifier donc une présence continuelle d'Hébert à Paris. Ainsi, entre 1887 et 1914, le sculpteur va occuper successivement 7 ateliers différents dans la ville Lumière, celui du 18 bis impasse du Maine dans le quartier Montparnasse étant celui qui l'occupera le plus longtemps, soit de 1888 à 1993. Donc, sur cette carte de Paris, vous voyez rive gauche, rive droite, les différents sites où Hébert a habité. Encore une fois, ce sont des carrés sur l'image et les différents ateliers qu'il a occupés sur donc les rues exactes entre 1887 et 1914. Donc, dans le cadre de la grande rétrospective Louis-Philippe Hébert qui a été présentée au Musée national des beaux-arts du Québec en 2001 et au Musée des beaux-arts du Canada en 2001-2002. Donc, dans le cadre de cette exposition et de cette publication, je me suis rendu à Paris pour aller visiter les lieux. Donc, il s'agit d'un œil de l'année 2000 et sur cette image, on voit donc les ateliers toujours intacts du 18 bis impasse du Maine à Montparnasse en 2000. Et après le départ d'Hébert en 1893, c'est le sculpteur Antoine Bourdelle qui s'installe dans ces lieux. Et encore aujourd'hui, le musée Bourdelle occupe cet espace. Dans l'atelier du 18 bis impasse du Maine, Louis-Philippe Hébert va réaliser plusieurs de ces grandes commandes de monuments. Celle qui est devant nous, donc c'est celle on voit donc les grands modèles en terre du monument Short Wallick de Québec exécuté en 1891 et ces images nous montrent donc un modèle féminin avec lequel Hébert a travaillé pour réaliser l'allégorie de la ville de Québec pour ce monument. Tout au cours de sa carrière à Paris, Hébert va aimer se faire représenter dans ses divers ateliers. Et évidemment, il y a des années où il change d'atelier. Ce sera le cas en 94 précisément. Donc, il se fait représenter par des peintres locaux qui deviennent des amis. L'idée du modèle est extrêmement intéressante dans le travail en atelier de Louis-Philippe Hébert. Ici, donc, son célèbre modèle Ninon, qui va servir pour la création de l'allégorie de la Confédération du monument à Sir Johnny Macdonald en 1895. Et cette dame
va servir de modèle à plusieurs reprises. Et parce que Hébert l'appréciait tout particulièrement, il l'immortalise en 1901 dans un buste. Je vous dirai, par exemple, j'ai une anecdote à vous raconter, que tout ce qui avait un nom, qui était canadien et qui était de passage à Paris, alors que Hébert y était, se devait de passer par son atelier. Et à une certaine époque, c'est le premier ministre du Canada, Sir John Thompson, qui se déplace incognito dans l'atelier d'Hébert. Il se fait passer pour Monsieur Dickens et durant une soirée, Hébert dîne avec le premier ministre du Canada et deux modèles féminins. Et dans la correspondance d'Hébert, on trouve une lettre qui fait état de cette soirée-là et qui est racontée donc par Hébert et les mots doux qui étaient échangés avec les modèles. Donc, encore une fois, le travail en atelier, cette fois-ci aux 8 places d'Enfer Rochereau, où Hébert est en train de travailler sur l'allégorie de la puissance britannique du monument à Victoria, qui sera exposé donc à l'Exposition universelle de Paris 1900. Et ce qui est intéressant dans le travail du conservateur, c'est que l'image de gauche, si vous êtes bien attentif, et que vous descendez l'œil dans la région où se trouvent accrochés au mur certains plâtres. Alors moi, je m'y étais penché et je me suis rendu compte que la zone on a ajouté sur cette zone-là de la peinture noire pour cacher, vous le voyez à droite, le visage d'Hébert qui avait été croqué dans son atelier, mais cette photographie de la figure allégorique a été reproduite dans différents magazines, dans différents journaux à l'époque, la raison pour laquelle la figure d'Hébert avait été noircie. Sur l'image suivante, on a un document très intéressant. Ce sont des notes de la main d'Hébert lui-même à Paris, qui se cherche des modèles donc pour poser. Et dans le premier cas, il a rencontré Monsieur Gérardeau, qui habite au 30 Vercingétorix, qui est un homme de 56 ans, qui est gros et qui a les cheveux ondulés. Il a également rencontré François Mancini, au 10 rue Poinceau ou quelque chose comme ça, donc, qui a plusieurs enfants garçons. Il a également rencontré Jeanne Benoît au 19 avenue du Maine, qui est grande, qui est mince, qui est belle, et ainsi de suite, ainsi qu'Antoine Torracella au 84 avenue du Maine, qui lui a 13 ans et qui sera bien pour son petit travail. Donc, des notes très intéressantes. Très intéressante, pardon. Hébert a conservé toute sa vie les reçus des fournisseurs avec lesquels il travaillait, donc des fournisseurs qui sont ou bien des costumiers, des mouleurs avec lesquels il va travailler, donc costumiers, mouleurs, chaussuriers, également des fournisseurs de différents matériaux, comme vous pouvez le voir sur ces reçus, et également fonderies d'art avec lesquelles il va faire affaire, donc Sio de Cauville à Paris, Thiers Beaufrère, qui est une des plus grandes fonderies d'art de Paris à l'époque. Maintenant, on voit Hébert dans son atelier de la rue Labelle à Paris en 1896 en train de travailler sur des armoiries. Et ici, deux dessins qui ont été reproduits dans l'édition du Montreal Daily Witness du 2 avril 1898. L'atelier d'Hébert était très prisé des journalistes de l'époque. On visitait son atelier sur une base régulière, que ce soit à Montréal ou à Paris. De longs comptes rendus étaient publiés dans les journaux. Et je vous lis un court extrait, tout court, d'une description d'atelier extrêmement détaillée qui est publié dans La Patrie du 18 mai 1895 sous la plume de nul autre que Louis Fréchette, qui était un ami, un intime donc de Louis-Philippe Hébert, et qui dit ceci. Du côté est de la rue Berry, à quelques portes plus bas que la rue Sainte-Catherine, attenante à une construction en briques de modeste apparence, vous apercevez au niveau du trottoir une porte au-dessus de laquelle se lit, en lettres noires, sur fond blanc, Philippe Hébert, statuaire.
Cette porte vous conduit par un étroit passage à l'atelier de l'artiste qui s'éclaire du côté de la rue Labelle, donc une série de fenêtres zénithales. L'infatigable travailleur qui vous a entendu venir jette un coup d'œil à la porte vitrée et, le tablier sur la cuisse, l'ébauchoir à la main, vous ouvre avec un sourire et un mot de cordial bienvenue aux lèvres. Vous êtes chez vous. Au premier coup d'œil, ne sachant trop sur quoi laisser tomber vos regards en particulier, vous cherchez naturellement à embrasser l'ensemble. Et l'ensemble, nous allons le voir dans les images subséquentes. Quand les gens visitaient Louis-Philippe Hébert à son atelier, Louis-Philippe Hébert avait fait affaire avec de nombreux studios de photographes à Montréal, mais également à Paris. Et ces grandes photographies étaient distribuées aux invités et dédicacées la plupart du temps par l'artiste. Donc ici, vous avez 4 exemples qui ont été reproduits durant les années 1900-1910 et qui le montrent avec son sarrau. Donc, dans son atelier de la rue Labelle, il produira plusieurs pièces également, comme ici les grands modèles en terre du monument à Jeanne Mance, qui est toujours dans la cour intérieure des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, la statue de Sir Leonard Taylor, qui date de 1910, qui est à Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, ainsi que la maquette de du monument à la guerre des Boers de Calgary, datant de 1914. Donc, Hébert, dans son atelier, toujours en train de poser devant des ouvrages sur lesquels il travaille ou il est en chantier. Entre autres, à droite, on voit près de lui une œuvre de son fils Henri. La vie est parsemée de ronces et d'épines. Et derrière lui, ce sont les allégories de science et industrie qui étaient destinées au Palais de l'Industrie sur la rue Sherbrooke, qui est aujourd'hui le pavillon des arts de l'ICAM à Montréal. Donc, une image d'Hébert photographiée devant un travail en cours de route avec donc ces toiles humides pour garder la terre bien humide. Et derrière lui, à droite sur la photo, un relief qui s'appelle la Clairefontaine, voilà, un relief qui est bien identifié dans la littérature du vivant de l'artiste, mais qu'on n'a jamais retrouvé aujourd'hui. Vous voyez donc l'importance du travail de l'artiste, l'intensité aussi, le nombre de pièces en cours de chantier. Donc, sur ces tablettes, plusieurs maquettes de monuments auxquels Hébert aura souscrit. Il, évidemment, ne remportera pas toutes les propositions qu'il fera durant sa carrière, mais un très grand nombre. Et on voit donc à gauche le grand plâtre de Sans Merci, une œuvre qui fait partie aujourd'hui de la collection de la ville de Montréal. Donc, l'atelier de Louis-Philippe Hébert, un lieu de socialisation qui permet de rencontrer la bonne société, donc des clients potentiels qui viennent examiner les œuvres de l'artiste ou qui vont sur place pour se faire portraiturer. Donc, on a ici 2 exemples de commanditaires à gauche, le musicien Ernest Gagnon de Québec, et à droite, le marchand de Montréal, Louis-Ovide Grotté, tous les deux donc portraiturés par Louis-Philippe Hébert. Et sur ces 2 photos d'atelier, on voit en plein centre son fils Henri. Et au début du 20e siècle, Hébert, qui a une grande aisance financière, va se faire construire une maison d'été à Rosemère avec un atelier. Donc, c'est un endroit bucolique à l'époque où la bonne société montréalaise s'installe. C'est vraiment ce qu'on appelle la campagne. Mais si on regarde l'image suivante, aujourd'hui, sur l'île Bel-Air où se trouve l'enclos, il y a une structure routière qui passe carrément à côté de la résidence et le lieu aujourd'hui a une vocation touristique. C'est le spa finlandais qui s'est installé là et ce que l'on voit à droite, c'est l'atelier que Louis-Philippe a fait construire, qu'il a très peu utilisé, mais que ses fils Henri et Adrien
ont largement utilisé au cours de leur carrière. Ceci clôt ma présentation.